Licencié Dorival Júnior maintenant, c'est signé la relégation de São Paulo. Après 4 mois sans victoire en championnat brésilien, l'humiliation de perdre contre Chapecoense a peut-être même semblé être la limite. Pour nous tous, c'est honteux. Et nous n'avons plus rien à dire. Nous n'avons plus de mots. Il est temps pour nous de passer à l'action et de travailler. Mais la vérité qui se cache derrière cette crise gigantesque de São Paulo va bien au-delà du travail de l'entraîneur. Et le renvoyer maintenant pourrait être une erreur. Parce qu'en réalité, il existe un ensemble de facteurs qui détruisent São Paulo de l'intérieur depuis très longtemps. Et c'est exactement ce que je veux te montrer, détail par détail, dans cette vidéo. São Paulo était le club le plus titré du début des années 2000 dans le football brésilien. 3 championnats brésiliens, une Copa Libertadores, une Coupe du Monde des clubs et une santé financière, institutionnelle, qui semblait mener São Paulo vers un projet d'hégémonie dans le pays. Mais tout cela s'est effondré très rapidement, en peu de temps et à cause de nombreuses personnes. Le diagnostic de ce cas me paraît très simple. En même temps que São Paulo a beaucoup gagné, il s'est très peu préparé pour continuer à gagner à l'avenir. Et il a imaginé que gagner serait quelque chose d'assez automatique. Et dans le football, ça ne fonctionne pas comme ça. Avant d'arriver à aujourd'hui, il faut revenir un peu en arrière dans le temps. Cet article ici date de juillet 2022, de Rodrigo Capello, qui est spécialiste des finances du sport. Les finances de São Paulo en 2021. Endetté, dépensier et inefficace, la nouvelle administration maintient le club sur la voie de l'irresponsabilité. Julio Casares a pris la tête d'un club dévasté par le co. Une très mauvaise gestion après une gestion déjà très mauvaise. Et il y a eu peu de signes d'amélioration. Alors que les coûts restent élevés, le rendement sportif est faible et la dette a atteint un nouveau record. Près de 700 millions de reais à payer, un montant qui augmenterait dans les années à venir. Et ici, dans l'article, il parle peu, n'est-ce pas, du fait que Casares a pris ses fonctions en janvier 2021 avec un discours de reconstruction. São Paulo, en effet, devait avancer dans une direction très différente de celle qu'il suivait ces dernières années, avec Leco aux commandes, n'est-ce pas? Où le club est tombé dans un gouffre financier très important et dont il était très difficile de sortir. Parce qu'en plus des questions institutionnelles très compliquées, São Paulo traversait une longue période sans titre, une disette très importante, très marquante. Sauf que, même avec ce discours, Casares a pris une direction très différente, n'est-ce pas? L'article en parle même. Aujourd'hui, après 1 an et demi de la nouvelle administration, les premiers résultats apparaissent. Le chiffre qui attire généralement l'attention de l'opinion publique, le résultat comptable, a été très mauvais pour São Paulo. São Paulo a eu un déficit de 106 millions. Pour la première fois dans l'histoire du club, il y a eu 3 pertes consécutives supérieures à 100 millions. 3 années consécutives de déficit autour de 100 millions de reais. Et ici, ce graphique est très intéressant pour nous permettre de comprendre la relation entre les recettes de São Paulo et les dettes. Parce que c'est ça qui a mené le club dans le gouffre où il se trouve aujourd'hui. Donc, en 2017, cette ligne noire représente le chiffre d'affaires. 459 millions, c'est tombé à 402, puis 379, 348, et ensuite il y a eu un saut en 2021 à 465. Cela a été une amélioration dans la gestion de Casares, oui, c'est vrai, au début. Mais l'endettement a aussi augmenté, regarde. De 2017 à 2018, il a augmenté. De 2018 à 2019, il a explosé. Et ensuite, il a continué à monter, monter et monter. Et il a encore plus augmenté sous la gestion de Casares. Et cet autre graphique ici montre à cette époque-là, tu vois, ce que São Paulo avait comme budget et ce qui a été réalisé par rapport à plusieurs aspects. Droits de diffusion, marketing, billetterie, programme d'adhésion des supporters, transfert de joueurs et tout le reste. Et le résultat net total a été de moins 119 millions de reais. On ne peut pas dire qu'une entreprise gérée de cette façon a été bien administrée. Mais beaucoup de gens vont dire que le football n'est pas seulement une affaire financière, il y a la question sportive, la passion du supporter. Et São Paulo, sous la gestion de Casares, a réussi à gagner le championnat de l'État, a recommencé à remporter un titre après très longtemps, et plus que ça, a de nouveau remporté un trophée d'importance nationale, la Coupe du Brésil, en 2023. Mais ni cela, ni ces titres remportés, ou, surtout, la Coupe du Brésil, n'ont permis à São Paulo de s'orienter vers l'austérité financière. De chercher des solutions pour améliorer la situation de l'institution, de régler la dette d'une manière ou d'une autre. La situation n'a fait qu'empirer, le trou s'est creusé et d'autres problèmes ont alors commencé à apparaître dans la trajectoire de São Paulo. Déjà à la fin du mandat de Casares, qui se terminerait cette année-là, São Paulo est devenu une affaire de police. En décembre 2025, notre confrère Bruno Jufrida du Globo Esporte a publié cet article. Un enregistrement audio révèle un système mis en place par des directeurs de São Paulo pour la vente illégale de loges. Je cite, « Tout le monde a gagné.
Cela est devenu une phrase qui a fini par être tournée en dérision et répétée de nombreuses fois. La phrase en question vient de Douglas Schwarzman, qui était, à l'époque, directeur du centre de formation. Lors d'une conversation avec Mara Cazares, qui était l'ex-femme du président, Julio Cazares, alors président, et elle travaillait là, dans un secrétariat du club, n'est-ce pas? Dans ses enregistrements audio, il faisait pression sur une intermédiaire à propos d'une action en justice concernant un concert de Shakira, et il mentionne également la surintendante de Sao Paulo. L'article ici montre, comme beaucoup de gens le savent, qu'il y a eu des magouilles, des combines à Sao Paulo. Un système pour que ces personnes profitent d'une loge institutionnelle afin de la revendre, ou plutôt de la vendre en fait. Une loge qui n'était pas destinée à la vente, pour vendre, mettre de l'argent dans leur poche et léser le club d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et évidemment, un scandale de cette ampleur éclabousse beaucoup de monde, n'est-ce pas? Ce n'était pas quelque chose qui concernait seulement Mara, Douglas et d'autres personnes. Adriana, qui a fini par devenir célèbre alors qu'elle était encore anonyme. Oui, cette affaire ne concernait pas seulement ces 3 personnes, elle concernait l'institution et la situation dans laquelle Sao Paulo était placé par ces personnes. Par une partie de cette gestion, la gestion qui était en place à ce moment-là. Quelques jours plus tard, déjà en 2026, Pedro Lopez et Danilo Lavieri sur UOL ont publié cet article ici, Sao Paulo. La police enquête sur 35 retraits en espèces qui totalisent 11 millions de reais. C'est bien ça. Entre janvier 2021 et novembre 2025. 35 retraits ont été effectués sur les comptes du club. De l'argent a été retiré directement au guichet sur le compte de Sao Paulo dans une opération qui totalise 11 millions de reais. Et là, UOL détaille tout ça dans cet article, n'est-ce pas? C'est que Sao Paulo, évidemment, dans cette situation, a aussi été lésé par quelqu'un qui, au guichet, a retiré de l'argent pour l'utiliser à des fins qui, jusqu'à aujourd'hui, personne ne sait précisément à quoi cela a servi, ni qui en est le responsable, n'est-ce pas? Et un détail ici, en 2021, il s'agissait d'1,5 million en 7 opérations. Ce furent des retraits fractionnés, n'est-ce pas? Année après année. L'année suivante, en 2022, 1,2 million en 6 retraits. Et ainsi de suite. En 2023, 1,4 million. En 2024, 5 millions répartis en 11 retraits, n'est-ce pas? Environ 500 000 reais par opération. Et l'année dernière, en 2025, jusqu'au 25 novembre, 1,5 million ont été retirés en 5 occasions. Tout cela, évidemment, a pavé la voie qui a abouti à ceci, regardez. Regardez, le conseil approuve la destitution de Julio Cazares. Un vendredi, le président de Sao Paulo a été écarté de la direction du club, principalement à cause du scandale des loges après cette affaire de retrait, mais de manière générale, en raison de la mauvaise gestion que Cazares avait vis-à-vis du club, de l'institution. Et puis quand on arrive à la phase finale de cette histoire, le bilan de 2025 publié montre une réduction de la dette. Cela peut même sembler être une bonne nouvelle, mais quand on regarde le chiffre brut, ce n'est pas le cas. Sao Paulo a terminé 2025 avec une dette de 858 millions de reais. 110 millions de moins que les 968 de 2024. C'est-à-dire, en 2024, Sao Paulo a atteint presque 1 milliard de reais de dette. Et comme tu le sais, je le sais, et beaucoup de gens aussi, c'est pas simple de régler du jour au lendemain une somme pareille et de redonner de l'air à un club de football. Cela demande beaucoup de temps et surtout du travail, chose que Sao Paulo ne fait pas en ce moment. Et alors, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? La crise financière t'oblige à investir. Investir moins dans l'équipe, avoir une équipe moins qualifiée, de moins bons résultats et commencer à descendre dans le classement et dans les compétitions à élimination directe. Tu perds la capacité de te battre pour des titres. Et, au milieu de tout ça, la crise financière t'empêche aussi de payer les salaires à temps, de tenir tes engagements. Et avec ça aussi, comme on sait que ça fonctionne dans le football, les joueurs ont un rendement inférieur parce qu'ils ne sont pas payés. Et là, on arrive à un chapitre très important de cette histoire de Sao Paulo. Le moment que vit l'équipe sur le terrain. Le titre de la vidéo, Sao Paulo a une âme de relégué, s'explique en grande partie par cet aspect. Lors de la défaite contre Chapecoense, Sao Paulo a montré une déconnexion avec la réalité et un manque de mobilisation, de compréhension, de sens de l'urgence. C'est très grave et très dangereux quand on parle d'une équipe qui lutte pour ne pas descendre en championnat régulier. Parce que quand on est en bas du classement, tous nos matchs doivent être joués à fond. Il faut comprendre ses limites à ce moment-là, que ce soit technique, tactique, financière ou même une mauvaise passe, un manque de confiance. Et malgré tout ça, il faut réussir à beaucoup se battre.
Jouer à fond, jouer à la limite, donner le maximum de soi-même. Comme on dit, si ça ne passe pas par la technique, alors il faut y aller avec la hargne, avec le cœur, avec l'engagement. Et Sao Paulo n'y arrive pas, c'est quelque chose de très visible dans les matchs de l'équipe, ce manque d'engagement, ce petit plus, cette mobilisation, cette compréhension, ce sens de l'urgence. Dorival en a même parlé lors de la conférence de presse. Je veux d'ailleurs en extraire un passage pour qu'on écoute, sur la façon dont tout a été travaillé en pensant à l'urgence de ce match et comment l'équipe n'a pas réussi à mettre cela en pratique sur le terrain. Et toute la préparation du match a été faite dans ce sens. On a montré que c'était un match clé pour nous, un match très important, inadmissible. Inadmissible que nous n'ayons pas atteint ce que nous voulions ici. Parfois, je reste même sans mots pour pouvoir justifier une telle situation. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Pour nous tous, c'est honteux. Et nous devons avoir conscience du club dans lequel nous sommes, de la taille que représente ce club, ce que cela représente à tous les niveaux. Et nous n'avons plus rien à dire. Nous n'avons plus de mots. Il est temps pour nous de passer à l'action et au travail. Regardez, Dorival souligne quelques points importants dans ce discours, n'est-ce pas? Il a parlé aux joueurs de la nécessité du résultat, de battre Chapecoense car c'était fondamental pour Sao Paulo au classement. Il n'y a pas eu de réponse, peut-être qu'il n'y a pas eu de compréhension de cette urgence. Et il n'y a plus rien à faire, il faut travailler pour obtenir de meilleurs résultats. D'accord. On fait une projection des points de Sao Paulo pour les prochaines semaines. Ce serait beaucoup plus facile pour Dorival s'il était seulement dans notre jeu fantasy de football maximo, en montant l'équipe avec les meilleurs joueurs du championnat et en jouant les premiers rôles comme je le fais et comme tu peux le faire. Tu ne connais pas le fantasy de football maximo? Tu ne sais pas de quoi je parle? Ici en bas dans la description de cette vidéo, il y a un lien pour que tu puisses aller sur notre site, comprendre un peu comment fonctionne l'outil et jouer avec nous à ce fantasy qui est vraiment génial, mec. Tu peux composer ton équipe et le score des joueurs sera basé sur l'impact qu'ils ont dans leurs équipes pendant le championnat brésilien. Tout est bien expliqué là-bas. Il y a une vidéo qui montre tout le tutoriel, comment faire le draft, comment chaque joueur marque des points. Bref, il y a tout là-bas pour que tu puisses vérifier. C'est vraiment cool, mec, ça vaut le coup. Et c'est bien moins douloureux que ce Sao Paulo. Et oui, mes amis supporters de Sao Paulo, la situation de l'équipe dans le championnat brésilien n'est pas facile. Sao Paulo est 13e. Ils ont 27 points en 23 journées. Ils ont gagné 7 matchs. Ils ont un goal average nul, 0, n'est-ce pas? Ce n'est ni négatif ni positif. Ils en ont marqué 27. Ils en ont encaissé 27. Et regarde la série récente de Sao Paulo. Ils ont perdu contre la Chape, fait match nul contre Coritiba, perdu contre Grêmio, fait match nul contre Flamengo, perdu contre l'Atlético Paranaense. C'est-à-dire, ce sont 5 matchs, tous depuis la reprise du football après la pause pour la Coupe du Monde, n'est-ce pas? Sur ces 5 matchs, 15 points en jeu. Sao Paulo en a pris 2. Sao Paulo est l'une des pires équipes de la deuxième moitié du championnat brésilien. Il y a Santos, Grêmio, Inter, Mirassol, Remo, Vasco dans la course. Pour moi, Chapecoense est déjà condamné. Je pense que Vitória et Botafogo sont aussi dans cette lutte pour ne pas descendre. Je crois que Corinthians a de meilleures chances. En ce moment, n'est-ce pas? Corinthians remonte en grimpant dans le classement. Donc pour que Sao Paulo atteigne les 45 points, n'est-ce pas, ce fameux chiffre magique, il doit encore en gagner 18 lors des 15 journées restantes. Sur ces 15 journées restantes, Sao Paulo jouera 9 matchs à domicile et 6 à l'extérieur. Mais il y a aussi une particularité concernant les matchs de Sao Paulo à domicile, n'est-ce pas? Avec le contrat qui a été conclu par la direction précédente avec une entreprise qui organise des concerts au Morumbi, tu te souviens de la polémique des loges? Sao Paulo doit souvent jouer en dehors de son stade. Cela va se produire encore plus souvent cette saison. Donc, on sait que la situation est comme ça. On regarde les matchs de Sao Paulo. Le prochain match de Sao Paulo, c'est contre Bragantino à domicile, match à 20h le week-end prochain. Ensuite, il y a Galo aussi à domicile. 2 matchs de suite à domicile dans son stade. Puis, il y aura Boca. La date et l'heure de ce match de Coupe sud-américaine doivent encore être fixés. Palmeiras à l'extérieur, il reçoit Boca pour le match retour. Et ensuite, confrontation directe contre Internacional. Cruzeiro est un peu plus haut. 2 confrontations directes à domicile contre Vitória et Vasco. Je ne sais pas si Sao Paulo va forcément jouer dans son stade. Et ensuite, 2 matchs à l'extérieur. Regarde juste la confrontation directe. Bahia, qui est difficile. 2 matchs à domicile. Corinthians, un classique. Ce match-là, si ma mémoire est bonne, ne sera pas dans son stade. Ce match devrait être à la Villa. Fluminense aussi à domicile. Botafogo à l'extérieur. Ça peut être une confrontation directe. Remo à domicile, ça peut être une confrontation directe. Et l'Atlético Paranaense pour finir à l'extérieur. Pour moi, le calcul de Sao Paulo, dans cette tentative d'atteindre les 18 points, Sao Paulo doit gagner en pratique 6 matchs, n'est-ce pas, pour se débarrasser du problème de la relégation. C'est surtout élever son niveau de performance. À domicile. En tant qu'équipe à domicile dans ce championnat brésilien, Sao Paulo n'a que la 11e meilleure campagne. Ils ont obtenu 18 points en 10 matchs, ils n'ont gagné que 5 matchs. Ils en ont fait 3 nuls et perdu 2.
Mais beaucoup de ces matchs à domicile n'ont pas eu lieu dans leur stade. Donc ici, regardez, Sao Paulo a joué contre Coritiba, celui-là c'était au Morumbi. Ils ont joué contre l'Atlético Paranaense, celui-là ce n'était pas au Morumbi, c'était à Bragança. Ce match nul contre Botafogo a finalement eu lieu au Morumbi. Ce match contre Bahia n'a pas eu lieu au Morumbi, il s'est joué à Bragança. Et cette victoire contre Mirassol non plus, ce match est joué à Campinas, à l'intérieur de l'état de São Paulo. Autrement dit, lors des 5 derniers matchs que São Paulo a disputés à domicile, seulement 2 ont eu lieu dans leur stade. Le match contre Coritiba et ce match contre Botafogo. 2 matchs nuls sur les 15 derniers points que São Paulo a disputés en jouant à domicile dans le championnat brésilien, il en a obtenu 6. C'est très peu. Le rendement de São Paulo à domicile est très faible. Sur 10 matchs, ils en ont gagné 5. Maintenant, sur 9 matchs, ils devront en gagner 6. Certains de ces matchs, je le répète, ne seront pas à domicile. Ce qui nous amène à croire que São Paulo n'aura pas une campagne parfaite, ou presque, en jouant à domicile. Et il va devoir grappiller quelques points à l'extérieur. Quand on regarde la campagne de São Paulo à l'extérieur, São Paulo a une campagne assez proche de celle qu'il a à domicile, n'est-ce pas? Ce sont 9 points obtenus en 13 matchs. La campagne à domicile est meilleure, bien sûr, mais proche au classement. C'est la 11e équipe à domicile, la 13e à l'extérieur. Donc, ils ont gagné 2 matchs sur 9 à l'extérieur. En fait, 2 victoires en 13 matchs à l'extérieur. Ils ont fait 3 matchs nuls et perdu 8. Lors des 5 derniers matchs que São Paulo a disputés à l'extérieur en championnat brésilien, il en a perdu 4. Il a perdu contre Chapecoense, il a perdu contre Grêmio, il a fait match nul contre Flamengo, il a perdu contre Remo et il a perdu contre Fluminense. Regarde comme c'est curieux. Si on additionne les points des 10 derniers matchs de São Paulo, il en a fait 6 à domicile et 6 à l'extérieur. Autrement dit, sur les 30 derniers points que São Paulo a disputés dans le championnat brésilien, 10 matchs, il en a récolté 7. 7 sur 30. Il en a gagné 1, fait 4 matchs nuls et perdu les 5 autres. Cette statistique est brutale pour une équipe qui lutte contre la relégation. Comme je l'ai dit, lors de la deuxième moitié du championnat, São Paulo est l'une des pires équipes du championnat. Donc, en consultant ma boule de cristal, essayons de trouver ces 18 points pour São Paulo. 3 contre Bragantino, c'est possible. L'Atlético Mineiro est très compétitif, mais il sera en plein milieu des matchs de la Coupe du Brésil. Cela peut aider São Paulo à essayer de gagner cette confrontation ici. Mais étant donné que São Paulo n'arrive pas à enchaîner 2 victoires d'affilée, comptons que São Paulo va faire 4 points dans ces 2 matchs ici. Il va faire un match nul et gagner l'autre. Il se peut qu'il fasse match nul contre Bragantino, ce qui est mauvais du point de vue de la confiance ou autre, ou alors il bat Bragantino et fait match nul contre Atlético Mineiro. 4. Il va passer de 20 à 30, et il y a 27 en ce moment et il va à 30. D'accord. Ensuite, il y a ce match contre Boca. Le match à l'extérieur contre Palmeiras sera probablement une défaite. Il y aura l'autre match contre Boca, Internacional à domicile. C'est un match que São Paulo doit absolument gagner. Donc, avec les 4 qu'on a comptés, 30 plus les 3 points contre Internacional, ça fait 33. Cruzeiro à l'extérieur. Difficile, hein? Il va probablement perdre ce match-là. Vitória joue à domicile. Vitória et Vasco, n'est-ce pas? On va faire ce doublé ici. Si São Paulo arrive à ces confrontations avec 33 points pour ses matchs contre Vitória et Vasco, il sera dans une situation difficile. Probablement très proche de la zone de relégation. S'il gagne les 2 matchs, il atteint 39 points. Et là, il ne lui restera plus que 6 points à faire pour accomplir sa mission dans le championnat, avec encore quelques journées à jouer, n'est-ce pas? Il y aura encore pas mal de matchs pour essayer de prendre ces 6 points. Donc, pour São Paulo, ces 2 journées vont être fondamentales. Gagner ces 2 matchs ici contre Vitória et Vasco. Comme São Paulo n'est pas, je le répète, une équipe fiable, il est difficile d'imaginer qu'ils vont gagner 2 matchs de suite. Je vais compter ici 4 points de plus, une victoire et un match nul dans ces 2 rencontres. Ça fait 38 points. 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs pour faire encore 7 points, n'est-ce pas? Mirassol. Ici, c'est difficile pour São Paulo parce que ça sera un affrontement direct et invariablement, São Paulo perd en jouant contre Mirassol. Mec, dans ce double déplacement ici, lors de cette double journée à l'extérieur, j'imagine que São Paulo va au maximum prendre 1 point. Contre Mirassol et Bahia, c'est ce que je peux compter ici, vu le football joué par São Paulo, l'effectif qu'ils ont, donc ils iraient à 39. 39? Il resterait 5 journées. Il faudrait encore prendre 5-6 points lors des dernières journées. Dans ces 2 matchs ici contre Corinthians et Fluminense, mec, il y a beaucoup de rivalité, tu vois. Le rival veut faire couler l'autre. Et ici, il y a probablement Fluminense qui se bat en haut du classement pour les premières places. Mais Fluminense est pas si fort que ça à l'extérieur. Donc ici, je vais compter 4 points pour São Paulo. D'accord? Un match nul et une victoire. Un match nul contre Corinthians et une victoire dans ce match ici contre Fluminense. Avec ça, il atteindrait 43 points. Et dans ces 3 dernières journées ici, il aurait besoin de gagner un match que je pense qu'il va gagner contre Remo, celui contre Botafogo ici.
Je pense qu'il est aussi possible d'aller chercher un match nul. Ouais, donc on prévoit ici que Sao Paulo va prendre encore 4 points. Non, ici dans ceux-là, il y aurait 43 plus 4, 47 pour l'Atlético Paranaense et le bonus, il va finir par le perdre lors de la dernière journée. Écoute, c'était pas facile, hein? Mais j'ai trouvé 47 points pour Sao Paulo dans ce championnat brésilien, mais en évitant une prévision trop optimiste. Est-ce que Sao Paulo va descendre en deuxième division? Il y a de nombreuses dimensions dans le cas du Sao Paulo actuel. Crise institutionnelle, financière, peu de possibilités, salaire en retard. L'effectif n'est pas parmi les meilleurs. Je pense pas non plus qu'il soit parmi les pires. L'entraîneur ne fait pas un grand travail. Et quand tu regardes vers l'avenir, tu cherches une direction, une perspective, tu trouves pas grand-chose. Quand on met tout ça dans le mixeur, on additionne, on secoue et on essaie de trouver un résultat. C'est très difficile, hein? Très difficile. Il est très difficile d'imaginer Sao Paulo se sortir de cette lutte pour le maintien cette saison en championnat brésilien. C'est vraiment très difficile. Parce que le football joué par l'équipe jusqu'à présent laisse très peu de doute sur le fait que Sao Paulo est un candidat très sérieux pour ne pas descendre. Et là, je veux ajouter une autre chose à ce débat ici. Sao Paulo est une équipe qui n'a pas l'habitude, n'est-ce pas, de se battre dans ce genre de situation, contrairement à d'autres. Si on regarde ce classement, tout le monde est plus ou moins habitué, certains à jouer en série B, d'autres à se battre chaque année pour ne pas descendre. Sao Paulo, c'est vrai, ces dernières années, c'est plus battu pour ne pas descendre que pour faire de grands championnats brésiliens. Mais même ainsi, je crois qu'on n'a jamais vu Sao Paulo aussi proche de la relégation que cette saison. Même dans d'autres années où la menace était vraiment forte et que le club a eu besoin d'éléments pour être sauvé, n'est-ce pas? Il y a même eu une saison avec Dorival lui-même à la tête de l'équipe, où Hernandez a tiré l'équipe d'affaires dans une situation compliquée et a réussi à éviter la relégation. La situation vécue par Sao Paulo dans ce classement est très difficile. En l'analysant de façon purement rationnelle, on voit qu'en ce moment, Sao Paulo est une équipe bien moins compétitive que toutes les autres. Même en ayant quelques joueurs qui sont même meilleurs que ceux de Remo, de Chapecoense et tout ça, je pense que c'est du même niveau que Vasco, que l'Inter, Grêmio. Donc, ils sont tous plus ou moins similaires. Sao Paulo est beaucoup moins compétitif que toutes les autres. Si ça continue comme ça, si Sao Paulo continue de cette façon, avec peu de sens de l'urgence, en perdant beaucoup de points à domicile, en étant très peu compétitif, ils vont descendre en deuxième division. Pour moi, c'est très clair. Maintenant, il y a encore une marge de récupération, il y a encore une marge pour que l'équipe puisse se reprendre. Il faut gagner plus de points à domicile, chercher un autre modèle par rapport à ce que Dorival a proposé. Cette formation, cette façon de jouer de Sao Paulo, ça ne fonctionne pas, c'est très clair. Oui, je crois que Sao Paulo doit adopter un autre modèle. 3 défenseurs centraux, une équipe plus solide, plus physique. Il faut être plus solide défensivement, mieux défendre sur les balles aériennes. Sao Paulo encaisse beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, par exemple. Et essayer de faire la différence en peu de touches, avec peu d'occasions, en étant plus efficace. Un jeu avec beaucoup de possession, de contrôle, ça fonctionne pas pour Sao Paulo en ce moment. Donc, Dorival devra aussi, pour réussir à obtenir de meilleures performances à domicile, de meilleurs résultats, oui, peut-être changer un peu sa façon de voir le jeu et un peu la façon dont l'équipe joue. Sao Paulo a besoin de plus d'énergie, à bien des égards. Venant de l'extérieur du terrain, de la part de son entraîneur, de ses supporters qui sont venus, qui ont soutenu, les supporters de Sao Paulo, encore une fois, ont lancé une opération de sauvetage. Ils ont rempli le stade lors des derniers matchs. Et des joueurs aussi, n'est-ce pas? L'énergie doit se transmettre entre eux. Les supporters, les joueurs, les supporters, l'entraîneur. Et tout le monde doit essayer et aller dans la même direction, dans le même sens. Le bateau est en train de couler. Mais la bonne nouvelle, peut-être, s'il y en a une pour le supporter de Sao Paulo dans tout ce contexte, c'est qu'il y a encore une marge de récupération. C'est presque fini, mais Sao Paulo peut encore éviter la relégation.